certains noms ont été changés et des scènes ont été reconstituées. Je suis un ancien agent du FBI, Joe Pistone, le vrai Donnie Brasco. La mafia a mis un contrat sur ma tête, mais j'ai encore plein d'histoires à raconter. Aujourd'hui, voici celle de Jim Sweeting, un agent qui a lutté contre le trafic de drogue pendant 24 ans. Jim Sweeting a mis en péril son métier, son mariage et sa vie quand il a plongé dans les eaux troubles du trafic de drogue dans les Caraïbes. Voici les infiltrés. En 1984, Jim Sweeting, 28 ans, entre dans la police de la ville de Sarasota, en Floride. J'ai rencontré ma femme, puis nous sommes venus nous installer ici parce que c'est là qu'elle a grandi. À cette époque, je faisais du triathlon et j'étais aussi maître nageur sauveteur. Je m'entraînais beaucoup. Un jour, mon beau-père m'a gentiment demandé quand j'allais enfin trouver un vrai travail. La minute d'après, j'étais à l'école de police. Au bout de 20 mois, Jim est promu inspecteur à la brigade des stupéfiants. Il prend rapidement goût aux missions d'infiltration qui visent à piéger les criminels, les trafiquants de drogue et les escrocs. Au milieu des années 80, il n'y avait pas de manuel ou de mode d'emploi qui expliquait comment vendre de la drogue. On apprenait sur le tas, sur le terrain. À la fin des années 80, la côte de la Floride est un passage obligé pour les drogues en provenance d'Amérique du Sud. Le sud de la Floride est si facile d'accès en bateau ou en avion que la drogue envahit ses rues. Tous les ans, des tonnes de cocaïne colombienne sont retrouvées dissimulées dans des valises, des bouteilles, des sacs de sucre ou des peluches. Le kilo de cocaïne se vend 50 000 $. Revendu en petites doses dans la rue, c'est 4 fois plus cher et les trafiquants sont prêts à tout pour protéger leurs marchandises. Stopper le trafic sur les trottoirs ne donne aucun résultat. La DEA décide donc de viser plus gros. Au lieu de saisir la drogue sur le territoire américain, ces agents vont aller à la source. Pour la cocaïne colombienne, ce sont les îles Caïmans. En 1995, Jim Sweeting est nommé à la tête de l'opération Caïman. Il travaille en collaboration avec Bob Quinn, de la DEA. Son véhicule de prédilection, un voilier. La DEA avait saisi ce voilier à un criminel pendant une perquisition. On l'utilisait pour voyager dans les Caraïbes pendant nos missions. Dès le premier jour, on a dû apprendre à se débrouiller par nous-mêmes, en essayant de ne pas se faire tuer. Jim avait ce don que tous les bons agents infiltrés possèdent, être capable de discuter de tout avec n'importe qui. Il a grandi aux Bahamas, c'était un athlète professionnel, il réussissait partout. On passait énormément de temps dans des chambres d'hôtel avec de gros bonnets, le nez dans nos cartes à décider où on allait se rencontrer en mer. Il était très doué pour ça. Sur le terrain, Bob Quinn est le contact de Jim Sweeting avec la DEA. Il dispose de fonds pour les missions et s'occupe des formalités administratives. On préparait tout minutieusement. Latitude, longitude, point de rencontre, heure, signaux d'appel radio, tout devait être parfaitement au point. Bob aide Jim à endosser le rôle de Jim Albury, un important trafiquant de drogue originaire de Sarasota. Il a même une fausse carte d'identité à ce nom. Entre ce moment-là et la fin de ma carrière, j'étais Jim Albury, partout où j'allais. Les contacts de Jim sont une liste interminable de dealers, trafiquants et acheteurs. Il les rencontre équipés d'un micro, mais ne porte jamais d'armes. Sa seule garantie est de construire une relation de confiance avec des criminels qui savent généralement reconnaître un policier. Des informateurs de la police, qui peuvent être des trafiquants comme lui, l'aident à récolter des informations. Et pour traiter avec eux, il doit parfois franchir une ligne. Jim appelait ça franchir la ligne. Moi, je préférais dire qu'on était flexible, qu'on savait s'adapter. Évidemment, c'est parfois difficile de suivre les règles quand on est en train de conclure une transaction. On doit prendre des décisions, et certaines peuvent mettre la vie des agents infiltrés en danger. Leur première cible, les frères Misbahi, des trafiquants originaires de Philadelphie. On a organisé une rencontre à Sarasota. Ils allaient venir m'acheter 5 kilos de cocaïne. Un des informateurs de Jim lui indique que les frères Misbahi vont repartir de l'aéroport de Sarasota avec la drogue. Lorsqu'ils arrivent au terminal, ils sont arrêtés et les drogues saisies. Chaque arrestation est une clé pour ouvrir une autre porte. Au cours des interrogatoires, les deux frères livrent rapidement le nom de leur fournisseur. Il s'agit d'un homme appelé Nick. C'est la première fois que Jim entend ce nom. Quand on a arrêté les frères Misbahi, ils ont décidé de coopérer. Ils ont accepté de devenir des indiques.
On a appris que leur fournisseur principal était un individu appelé Nick. Mis à part le fait qu'il habitait en Californie, on n'avait absolument aucune idée de son identité. Jim effectue de plus en plus de voyages dans les îles Caïmans et chaque mission est l'occasion de nouer des contacts, d'appréhender des suspects et d'ouvrir une nouvelle porte. C'était très stressant. On ne pouvait pas se précipiter et conclure un deal à la va-vite simplement pour faire plaisir au chef de la police. Ça aurait été le meilleur moyen pour que moi ou Bob on soit renvoyés chez nous dans une boîte en plusieurs morceaux. Mais l'indépendance de Jim ne plaît pas à ses supérieurs, qui aiment travailler dans les règles de l'art. Mes supérieurs voulaient que je suive les règles et que je ne reste pas plus de 2 ou 3 jours en dehors de Sarasota. Ils ne savaient pas ce que c'était que de traiter avec des criminels. Il faut s'adapter à leur mode de vie. Alors, c'est ce que j'ai fait. L'excellente réputation de Jim comme agent sous couverture attire d'autres recrues sur l'affaire. Très rapidement, on s'est retrouvés à 8 sur le voilier pour l'aller-retour en Jamaïque. Mais l'un des agents a du mal à gérer son stress pendant la traversée. J'ai embarqué un de mes partenaires, Dave, pour aller en Jamaïque acheter 450 kilos de marijuana. Mais la météo était mauvaise. Dave m'a demandé s'il y avait des gilets de sauvetage. Et quand je lui ai répondu qu'on n'avait ni gilet ni canot pneumatique, mais qu'il pouvait nager jusqu'à la côte, il a complètement craqué. Il m'a ordonné de ramener le voilier jusqu'aux îles. En ratant son rendez-vous avec les trafiquants, Jim risque de mettre en péril toute l'opération. J'ai entendu plusieurs policiers dire « Ce que vous faites, Quinn et toi, je peux le faire aussi ». Mais quand ils se retrouvaient sur le terrain, ils se dégonflaient. C'est ce qui est arrivé à Dave. Il a fini par me dire qu'il allait me poursuivre en justice au tribunal maritime, parce que j'étais cinglé. J'ai dû le menotter. Jim est obligé d'attacher son partenaire au mât. Pour tenter de mettre fin à l'afflux de cocaïne dans le sud de la Floride, l'agent infiltré Jim Sweeting se rend régulièrement aux îles Caïmans. Il prétend transporter de la drogue pour le cartel colombien. Mais un autre agent qui a supplié Jim pour travailler avec lui veut désormais quitter le bateau. Ce n'est pas un problème d'avoir peur, mais il faut savoir se contrôler, sinon on se fait tuer. Et Dave s'est laissé dépasser. J'ai été obligé de le menotter. Je l'ai ramené aux îles Caïmans, je l'ai laissé là et je suis reparti. J'ai remis du carburant et j'ai repris ma mission. Dave, le partenaire de Jim qui pensait pouvoir faire aussi bien que lui, quitte la brigade peu de temps après. Jim et Bob n'ont pas été tenus responsables de cet incident. Jim rencontre sa cible et enregistre leur discussion grâce à un micro. Après la transaction, la police possède tout ce dont elle a besoin pour l'arrêter. Lors des interrogatoires, notre but est toujours de remonter la chaîne. On ne sait jamais quel comportement un suspect va avoir. Certains sont prêts à parler pour ne pas aller en prison. D'autres ne livreront jamais d'informations à un policier. L'opération Caïman occupe Jim tous les jours. Il vend de la drogue, amasse des preuves et fait des affaires avec des vendeurs et des acheteurs. Quelquefois, la cible n'est pas forcément un criminel de longue date, mais simplement quelqu'un qui traverse une mauvaise passe. Chowinski était un type... si je devais le décrire, je dirais que c'était quelqu'un de sympathique. Il avait de mauvaises fréquentations et des problèmes financiers. Quand je l'ai rencontré, il voulait m'acheter 10 kilos de cocaïne, mais il n'avait pas d'argent liquide. Chowinski est désespéré et prêt à tout pour faire affaire avec Jim Albury, même à mettre l'acte de vente de sa maison à son nom. Il pense qu'après avoir vendu la drogue, il fera d'énormes bénéfices et rachètera sa maison à Jim. Mais il se trompe. On a passé un marché. Il m'a vendu sa maison et m'a donné un peu de liquide. Je suis reparti d'un côté avec les documents signés et lui de l'autre avec les 10 kilos de cocaïne. Une fois que Chowinski est en possession de la drogue, Jim donne le signal aux équipes de police qui l'arrêtent. L'homme est sous le choc. J'ai revu Chowinski quand je suis allé au poste de police pour l'interroger avec Bob. Il était assis avec les mains menottées. Tout de suite, je lui ai dit « Je m'appelle Jim Sweeting et tu viens de te faire piéger. Tu peux travailler pour Bob et moi et on fera de notre mieux pour réduire ta peine. » Jim continue de faire des transactions au Caïman et de rencontrer de nouveaux contacts pour tenter de se rapprocher de l'homme qui tire toutes les ficelles. Il travaille avec un informateur appelé Louis, un homme qu'il avait arrêté et convaincu de trahir son fournisseur. Louis est quelqu'un de brutal, mais il connaît parfaitement le milieu de la drogue en Amérique du Sud. Il aide Jim à se rapprocher du mystérieux Nick.
Louis, notre informateur, nous a donné beaucoup de tuyaux pendant toute cette opération. C'était un trafiquant et il s'est révélé un atout de premier choix. Il m'a sauvé la mise plus d'une fois. L'objectif de l'enquête, évidemment, c'était de réunir des preuves de trafic ou de complot. Quand on arrêtait des criminels, l'argent et les biens étaient saisis et redistribués entre le gouvernement et les services de police de Sarasota. Un homme avait contacté le gouvernement américain en disant qu'il voulait travailler avec les autorités pour démanteler un réseau de trafic de drogue. Évidemment, sa seule motivation à l'époque, c'était de mettre toute sa famille en sécurité aux États-Unis. Le gouvernement savait très bien que c'était un criminel. Monsieur Petrone n'était pas une personne recommandable. Mais il disait qu'il pouvait nous aider à arrêter des membres du cartel qui faisaient du trafic de cocaïne en Amérique du Sud. Sans attendre l'autorisation officielle de la DEA, Jim accepte de rencontrer Petrone dans un bar du quartier le plus dangereux de Caracas. Il s'y rend avec son informateur Louis, et comme d'habitude, aucun des deux hommes n'est armé. On n'a pas toujours le temps de s'arrêter pour appeler Tampa ou Washington et demander les autorisations nécessaires. Parfois, certaines situations demandent qu'on agisse vite et qu'on contourne les règles. Je suis allé dans un hôtel pour les rencontrer. Ils étaient 5. Ce genre de type vous teste pour voir si vous n'êtes pas un flic. Petrone et ses gardes du corps sont ivres, mais pas assez pour ne pas pouvoir conclure une affaire. Avec une arme à feu braquée sur la tempe de Jim, Petrone teste ses nerfs. En attendant de devenir un informateur, il veut continuer à gagner de l'argent en vendant de la cocaïne. J'avais déplié une carte. Et on était en train de discuter du lieu où je devais récupérer ces 2 tonnes de cocaïne quand 2 femmes sont arrivées. Dans ces moments-là, on pense surtout à sa survie. Ils me testaient et ils m'ont demandé « Monsieur Jim, laquelle vous voulez ?» Je ne pouvais pas leur répondre « Non merci, je ne bois pas » ou « J'aime les blondes, je n'aime pas les longs cheveux bruns ». Je ne pouvais pas refuser. Jim sait très bien qu'à ce moment-là, il est un pion dans un jeu d'échecs stratégique. S'il accepte l'offre de Petrone et suit une des femmes, il brise ses vœux de mariage et les règles de la DEA. Mais s'il refuse l'offre, il risque de se faire tuer. L'agent infiltré Jim Sweeting est face à un dilemme mortel. Accepter le cadeau d'un puissant trafiquant ou risquer d'insulter son hôte et de se faire tuer. Il accepte l'offre. Dès que je suis rentré aux États-Unis, j'en ai immédiatement parlé à Bob. Je lui ai raconté ce qui s'était passé dans cet hôtel, même si je ne me sentais pas coupable. C'était une question de survie, je devais faire en sorte de pouvoir rentrer en Floride, retrouver mes enfants. Les 2 tonnes de cocaïne vendues par Petrone à l'agent infiltré lui valent d'être arrêté. Il finit par coopérer et livre le nom de son patron à la DEA. En échange, le gouvernement accepte d'accueillir Petrone et sa famille sur le territoire américain. C'est comme ça que ça marche. Le gouvernement américain accepte de fermer les yeux sur une condamnation si ça conduit à attraper un plus gros poisson. De retour à Sarasota, Jim continue de travailler depuis le bar de son hôtel en se faisant passer pour un trafiquant de drogue. Il est l'homme à appeler pour transporter de la cocaïne des îles Caïmans à la Floride. Sous le nom de Jim Albury, il accumule les preuves pour la DEA. Il passe des marchés et maintient sa couverture. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre, être capable de négocier et de se sortir de toutes les situations. Il y a beaucoup de pression et certaines personnes ne le supportent pas. Mais quand on vit pendant des années entre 2 mondes, il y a un prix à payer. Ça nous prenait tout notre temps, on était constamment en voyage pour rencontrer des criminels dans différents pays. Je ne pouvais pas être présent à l'anniversaire de mon fils, à Noël ou pendant les grandes vacances. Malheureusement, ces gros contrats passaient en priorité. Et je ne me rendais pas compte à quel point c'était dur pour ma famille et pour moi-même. Mais Jim sait qu'il n'est plus très loin de son objectif, l'arrestation du mystérieux Nick. C'était un trafiquant international très puissant. Il faisait du trafic depuis le Pakistan et les pays de cette région jusqu'à la côte ouest des États-Unis, par San Francisco.
Il se fournissait aussi aux Caraïbes et faisait rentrer de la drogue par la côte Est. La DEA fait une découverte importante en apprenant le nom complet de Nick, Nick Evans. On a arrêté quelqu'un qui nous a donné son nom de famille, Nick Evans. À ce stade-là, on n'avait encore aucune idée de l'importance que Nick allait avoir par la suite. Au printemps 2001, 2 agents du FBI de San Francisco se rendent à Sarasota pour rencontrer des agents de la DEA, Bob Quinn et Jim Sweeting. Ils voulaient Nick. Ils avaient déjà ouvert une enquête et nous ont demandé ce qu'on avait sur lui. Ils nous ont dit, on va le trouver avant vous. Vous feriez mieux de collaborer et de nous donner ce que vous avez. Je leur ai dit de remonter dans leur avion pour San Francisco. Que le meilleur gagne. Je n'avais plus rien à leur dire. Jay Dworkin, le bras droit de Nick, arrive en Floride le jour suivant, à l'insu du FBI. Il est venu acheter 2,5 tonnes de marijuana à Jim Albury. L'opération Caïman n'a jamais été aussi près d'appréhender sa cible principale. Jay Dworkin habitait Sarasota. C'était une espèce de hippie qui fumait des joints tout le temps. Lui et son patron, Nick Evans, étaient très impliqués dans le trafic de marijuana. Il transportait des centaines de kilos et se faisait beaucoup d'argent avec la vente. Jim et la DEA arrêtent Dworkin au volant de sa voiture dès qu'il sort de l'aéroport. Ils lui proposent une alternative à la prison s'il accepte de trahir Nick Evans. Bob et moi avons parlé à Dworkin et il n'arrêtait pas de répéter le même nom, Nick. Il avait un petit carnet avec des numéros inscrits dessus. Et là, noir sur blanc, il y avait le numéro d'un Nick en Californie. Jim n'en a pas fini. Lui et la DEA tentent un piège. Dworkin va appeler son patron et passer le téléphone à Jim qui invitera Nick Evans à venir inspecter la marchandise avant la vente. Après tout, il s'agit d'un achat important et il est temps que les 2 protagonistes se rencontrent. Jay a donc appelé Nick pour qu'il vienne en Floride discuter des conditions de leur contrat. Il allait m'acheter 1350 kilos de marijuana en provenance de Jamaïque. Nick est arrivé en Floride et on s'est rencontrés. Pour lui, j'étais simplement celui qui allait récupérer la drogue. Les trafiquants comme Nick évitent toujours de se retrouver en présence de la drogue. Et ils envoient quelqu'un pour ça. On ignore pourquoi, mais Nick a fait assez confiance à Jim pour accepter de lui acheter directement la drogue. Ça nous a facilité les choses. Jim et Nick conviennent d'un horaire et d'un point de rendez-vous. J'ai donné rendez-vous à Nick et je l'ai attendu avec les 1350 kilos de drogue. Une équipe du SWAT était aussi présente dans le hangar. On l'attendait de pied ferme, on l'a arrêté et menotté. C'était génial, on était vraiment contents d'avoir réussi à attraper Nick avant le FBI. Il était tombé dans nos filets. Après avoir travaillé sur cette affaire pendant près de 6 ans, Jim Sweeting et la DEA arrêtent finalement Nick Evans. Mais il y a un problème. Dworkin, qui avait promis de témoigner contre son patron, est introuvable. Depuis 6 ans, Jim Sweeting travaille sous couverture sur l'opération Caïman, dont le but est de démanteler un réseau de trafic de cocaïne colombienne. La chasse à l'homme se termine dans un hangar en Floride quand la police arrête le principal fournisseur, Nick Evans. Il a joué les durs. Il nous a dit « Vous m'avez attrapé, j'irai en prison ». Et il a passé 3 mois derrière les barreaux à Tampa, à attendre son procès. Puis il a changé d'avis et décidé de travailler pour la DEA en tant qu'informateur. Avec Nick, on récoltait de plus en plus de noms, de marchandises et d'argent. Les têtes tombaient les unes après les autres. Jim découvre que ce n'est pas parce qu'un trafiquant trahit son patron que cela signifie qu'il s'est rangé. Jay Dworkin est sur le point de s'envoler pour New York pour finaliser une transaction qui devait se faire avant que la DEA ne l'arrête. Pour Jim, il est hors de question qu'un trafiquant se moque de lui et Dworkin est arrêté. Je suis allé le voir au centre de détention de Brooklyn. J'ai simplement secoué la tête et je lui ai dit « Tout ce que tu as fait pour moi, ça n'a plus aucune importance maintenant. Tu vas devoir répondre à toutes ces accusations en plus de la détention de ces 2 tonnes de drogue. » Au lieu d'obtenir la liberté qu'il avait négociée, Dworkin doit plaider coupable et est condamné à 20 ans de prison. Son ancien patron, Nick Evans, ne comparaît pas devant la justice, mais la vie qu'il menait dans les îles Caïmans grâce au trafic de drogue est bel et bien finie. En échange de sa coopération avec la DEA, Nick bénéficie d'une liberté conditionnelle. Grâce à ces informations, la police doit pouvoir remonter la chaîne du trafic de drogue jusqu'au cartel. Mais c'est une autre histoire. À Sarasota, les 23 années que Jim a passées sous couverture ont eu raison de son mariage.
Au final, j'ai divorcé. Dans mon lit, la nuit, parfois je me réveille en sursaut. Je sais qu'il y a certaines choses avec lesquelles je dois vivre et que je n'oublierai jamais. Mais grâce à son ange gardien, Gene Sweeting a réussi à s'en sortir vivant. Je suis superstitieux. Tout remonte à ma première mission en 1995. Cet ange qui est gravé sur une pièce en argent, je l'ai obtenu lors d'un voyage en Jamaïque. Chaque fois que je partais en mission pour le travail, que ce soit un trajet en voilier ou quand j'allais acheter de la drogue, quand il allait y avoir des criminels, de la drogue et des situations dangereuses, je prenais cet ange avec moi. Il ne me quitte plus depuis. Je crois vraiment que cet ange m'a protégé. Et je compte bien l'emporter partout avec moi, jusqu'à mon dernier soupir.